Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer tout de suite les titres du journal. Les matériaux de construction du projet Pipeline sont désormais à Cotonou. Le ministre des Infrastructures et son collègue en charge de l'eau et des mines étaient au port de Cotonou ce jeudi pour réceptionner la tuyauterie qui servira de canalisation pour l'écoulement du pétrole brut entre le Niger et le Bénin. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé met officiellement en service un centre de gestion innovante des déchets d'activités de soins à risque infectieux. C'est une solution innovante pour le traitement des déchets issus des interventions médicales. Et puis, lancement officiel toujours ce jeudi de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est un projet qui porte la marque de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'appui de la Banque africaine de développement. Il a pour objectif de faciliter l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Le navire transportant les matériaux de construction du projet Pipeline est à Cotonou depuis hier. Jeudi, le ministre des Infrastructures et son collègue en charge de l'eau et des mines sont allés procéder à la réception de son contenu. Il s'agit essentiellement de la tuyauterie qui servira de canalisation pour l'écoulement du pétrole brut entre le Niger et le Bénin. Reportage. Les choses se dessinent petitement mais sûrement en ce qui concerne la réalisation du projet Pipeline. Le navire transportant les matériaux entrant dans la construction de cette canalisation du pétrole brut entre le Niger et le Bénin a accosté au port autonome de Cotonou, à la grande satisfaction donc du ministre des Infrastructures et de son collègue en charge de l'eau et des mines. Ce navire qui transporte environ 164 km de tuyauterie qui vont servir donc à la construction du pipeline proprement dit. Il faut dire ce chargement environ 130 sont destinés au Niger et 34 au Bénin pour ce premier navire. Après ce navire, d'autres navires vont venir dans un intervalle de 3 semaines, 1 mois, 3 semaines à 1 mois. Les navires vont se succéder pour donc transporter l'essentiel de ce qu'il faut pour la construction de ce pipe, que ce soit les travaux en amont ou en aval, et pour un trafic global donc estimé environ à 700 000 tonnes. Le ministre en charge des transports a fait toute la promesse et a pris toutes les dispositions afin que notre port puisse être le port de passage pour l'ensemble de ce fret. Ce qui est important pour notre corridor qui nous relie au Niger. Les espaces de stockage de ces tuyaux de canalisation sont en préparation et les maires des communes bénéficiaires sont invités à une séance de travail à Cotonou la semaine prochaine. Le projet Pipeline, il faut le préciser, prend en compte environ 2000 km partagés entre le Niger et le Bénin pour l'écoulement du pétrole brut. Il permettra la construction de la station terminale à Sémé et des stations à Gogounou et à Tchatchou dans la commune de Tchaouro. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience ce vendredi 3 diplomates venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la Tunisie, de l'Éthiopie et de la Pologne. Les 3 ambassadeurs promettent renforcer la coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Je vous propose de suivre ici un extrait des explications de l'ambassadeur tunisien près le Bénin après son tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai eu vraiment le grand honneur et le grand plaisir de rencontrer ce matin son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un grand honneur et un grand plaisir de me retrouver ici dans le Bénin, au Bénin frère. Comme vous savez, la Tunisie et le Bénin frère, nos relations sont des relations très historiques, sont profondément enracinées de l'histoire. Nous allons œuvrer inlassablement au cours de la prochaine période pour renforcer ces relations vraiment fraternelles sur la base de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Monsieur Patrice Talon, et Monsieur le Président de la République de la Tunisie, son Excellence, Monsieur Kais Saïd. Je peux vous assurer que nous travaillons maintenant d'arrache-pied pour renforcer ces relations, surtout dans les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée,
qui ont un impact sur le développement de nos deux peuples vraiment frères. Ces secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'agroalimentaire, comme le développement vraiment industriel, l'innovation vraiment technologique, la santé, les produits vraiment pharmaceutiques, le tourisme, au niveau de la coopération technique, de la formation, le renforcement vraiment des capacités, au niveau des TIC. Et nous allons vraiment davantage œuvrer pour renforcer les échanges entre vraiment nos deux peuples, des échanges vraiment culturels. Je peux vous dire que l'avenir des relations fraternelles entre la Tunisie et le Bénin sont un avenir vraiment radieux. Nous avons de larges perspectives qui s'ouvrent pour le renforcement et la diversification de ces relations qui, j'en suis sûr, auront un effet vraiment très positif sur le développement de nos deux peuples et nos deux pays vraiment frères, quoi. Deux audiences au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ce jeudi. Rémi Prosper Moretti a dans un premier temps reçu une délégation des responsables des églises Assemblées de Dieu. À travers cette visite de courtoisie, les hommes de Dieu réitèrent leur vœu de pouvoir contribuer au développement de la nation. Voici la déclaration faite par le porte-parole de la délégation au sortir de l'audience. L'Institut des Assemblées de Dieu du Bénin a décidé de venir d'abord, dans un premier temps, pour une visite de courtoisie, pour féliciter la 6e mandature de la HAC et surtout les encourager dans ce qu'ils font déjà de bien et à mieux faire. Et profiter bien sûr de cette visite pour poser quelques doléances que souhaite avoir l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin sur le plan national pour le bien-être de la population. Nous avons soumis au président l'espoir de pouvoir également contribuer au développement de ce pays par les médias au niveau des Assemblées de Dieu. Et je crois que c'est un projet qui, d'avance, est déjà très bien accueilli par le président et ses conseillers qui nous ont très bien reçus. Et je crois que maintenant, désormais, la balle déjà nous est retournée pour que nous puissions en savoir quoi faire. Merci beaucoup. Le directeur général par intérim de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP, a été la deuxième personnalité reçue par le président de la HAC. Pour Bertin Souakoudé, il est bien séant d'aller dire merci au président Rémi Prosper Moretti pour le soutien qu'il leur a accordé lors de la célébration des 50 ans d'existence du journal de service public La Nation. Suivant. Ma visite, notre visite, puisque nous sommes une équipe, on est venu voir le président de la HAC pour le remercier pour sa sollicitude à nos côtés lors de la célébration du cinquantenaire du quotidien national d'information du Bénin, cinquantenaire que nous avons célébré l'année dernière, et il était à nos côtés comme cela se doit tout au long du déroulement de la cérémonie. Et on a estimé qu'il était de bon ton, vu tout le soutien qu'il nous a apporté, de revenir lui dire merci et profiter aussi pour lui souhaiter les vœux de la nouvelle année 2020. Deuxième journée des échanges entre le ministère des Finances et les acteurs du secteur privé. La séance a été consacrée aux réformes sur les marchés publics. Comprendre et accéder aux marchés publics, c'est le principal thème sur lequel portent les discussions de ce jeudi. Le directeur national du contrôle des marchés publics, Maman Adjele Aminou, a présenté aux entrepreneurs les mesures d'allègement des procédures et les nouveaux avantages accordés au secteur privé. Suivant. Environ 4 ans après d'intenses réformes visant l'amélioration du climat des affaires, la Direction nationale de contrôle des marchés publics fait le point de ses prouesses au secteur privé. Ceci à travers cette séance d'échange et surtout de bilan des impacts sur le monde des affaires, présidée ici par le ministre de l'Économie et des Finances. Face à ces acteurs du privé qui sont en réalité les premiers bénéficiaires, le directeur national de contrôle des marchés publics a d'abord présenté le cadre juridique et institutionnel.
L'orateur a à cet effet présenté au public les nouvelles procédures, les modes de passation des marchés et enfin les innovations relatives à l'allègement des procédures et formalités. Cette phase est d'autant plus importante que c'est l'une des activités principales qui permet réellement de mettre en œuvre tout ce qu'on pense faire comme projet, comme réforme et tout ce qui se fait par le gouvernement depuis 2016, notamment dans le domaine des marchés publics, les réformes relatives à l'environnement institutionnel, les réformes du cadre juridictionnel, les réformes qui vont dans le sens d'améliorer l'accès aux marchés publics, les réformes qui vont dans le sens de favoriser davantage de transparence, renforcement de la transparence, de l'allègement des différentes procédures de passation des marchés publics. À part ces dispositions réglementaires au profit du secteur privé, le gouvernement, avec l'autorité de régulation des marchés publics, ont renforcé les moyens de recours, les formes de règlement des différends, la promotion des initiatives privées et la prise en compte des intérêts de toutes les entreprises. Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances, a saisi l'occasion pour échanger sans langue de bois avec les professionnels du secteur privé. Le ministre en charge des Finances a aussi réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les prestataires de l'État. Vous savez, avant, il fallait payer de grosses sommes d'argent pour avoir les cahiers de charges qui se déplaçaient pour les prendre. Et on a dématérialisé au maximum. Vous pouvez prendre les cahiers en ligne, vous pouvez tout faire sans vous déplacer. Donc on ne va pas retourner en arrière en créant ça. Mais on s'assure que sous 24 heures, vous posez des questions en ligne, on vous répond. Et ça, vous pouvez le tester et ça marche bien, c'est ce qu'il faut encourager. Nous avons un nouveau code de marché public avec un nouveau modèle de contrat qui prévoit ces dispositions-là, qui prévoit ce qu'il faut faire pour que l'opérateur ne soit pas lésé en cas de rupture pour cause ou à l'initiative de l'État. Bien entendu, il y a des situations de force majeure et même les situations de force majeure sont adressées là-dedans. La probabilité qu'un projet que vous avez gagné, un marché que vous avez gagné, débat, que vous l'arrêtez, on réduise, cette probabilité est faible pour les causes liées à l'insuffisance de ressources financières. Par le passé, effectivement, il y a eu beaucoup de situations où vous avez des marchés, on les arrête parce que quelque part, vous ne l'avez pas terminé et le budget suivant n'a pas prévu le complément. Ces nouveautés aussi permettent d'éviter ces situations de rupture abusive. Et je pense que si quelqu'un a, depuis là, ces temps-ci, des cas, je pense que je suis prêt à en discuter et qu'on en parle. Avec ces réformes, les défis aujourd'hui sont entre autres la professionnalisation du service de gestion des marchés publics, l'appropriation de la réglementation et les outils de gestion des marchés publics, le recours à l'assistance juridique et la spécialisation des entreprises, la dématérialisation de la gestion du système national des marchés publics et le renforcement continu de la lutte contre l'impunité et la corruption sont les autres défis à relever. Le ministre Wadagni et ses collaborateurs se montrent déterminés à mettre en œuvre ces différentes dispositions pour davantage améliorer le climat des affaires, gage d'émergence du secteur privé. Le Bénin et le Niger, plus que jamais préoccupés par la réouverture de leurs frontières avec le Nigeria, en témoigne la tenue ce mardi d'une réunion conjointe des directeurs généraux des douanes et du commerce des deux pays. La réunion s'est déroulée au poste de contrôle juste apposé de Malanville. Reportage. Montrer à la face du monde la bonne volonté du Bénin et du Niger pour la réouverture des frontières terrestres avec le Nigeria, c'est le leitmotiv de cette séance de travail. Et pour y arriver, le Bénin et le Niger, conformément à la feuille de route du comité technique tripartite pour la réouverture des frontières, ont l'obligation de respecter 13 mesures mises par la partie nigériane. À la date d'aujourd'hui, 10 de ces 13 recommandations sont satisfaites par le Bénin et le Niger, et les 3 autres sont en passe d'être respectées. Il s'agit notamment des 3 mesures suivantes. L'adoption par les 3 États membres d'un canal de communication commun, d'échange d'informations pour harmoniser le cadre de travail des équipes de patrouille mixtes. La fermeture et la destruction par les 3 pays des magasins et entrepôts situés dans les zones tampons et l'organisation par les 3 pays de rencontres périodiques des officiers de liaison et des commandants de zone pour harmoniser les opérations des équipes de patrouille mixtes. Sur l'adoption par les 3 États membres d'un canal de communication commun d'échange d'informations,
Le Bénin et le Niger ont retenu ce qui suit. Les directeurs généraux réaffirment l'adhésion du Bénin et du Niger à une communication optimale entre les patrouilles mixtes. Ils rappellent que sa mise en œuvre serait facilitée par l'échange entre les trois parties prenantes des noms et contacts des chefs de zone opérationnels qui coordonnent les actions des patrouilles mixtes. Ils constatent qu'à ce jour, le Bénin et le Niger ont communiqué leurs listes respectives et que les échanges d'informations entre les patrouilles mixtes sont effectifs sur le terrain. Toutefois, le Bénin et le Niger invitent le Nigeria à communiquer officiellement sa liste. Les débats ont été beaucoup plus poussés au sujet de la fermeture et de la destruction par les trois États des magasins et entrepôts situés dans les zones tampons. Mais les douanes béninoises et nigérianes ne sont tout de même pas venues à s'entendre. En ce qui concerne le troisième point, les directeurs généraux rappellent que le Bénin et le Niger ont désigné les officiers de liaison respectifs, ainsi que les commandants de zones opérationnelles et communiquent leurs noms et contacts aux autorités nigérianes compétentes. Après cette réunion conjointe, le directeur général de douane du Bénin a effectué une tournée dans plusieurs localités frontalières avec le Nigeria. D'abord à Iloua et à Tikandou le mardi, puis à Kassouala le lendemain mercredi. Objectif, s'assurer de la mise à exécution des recommandations du comité tripartite et recenser par la même occasion les difficultés des agents des douanes présents à ces différents postes. La lutte contre la fraude de produits prohibés. Plus de soucis pour le traitement des déchets issus des interventions médicales. La solution est toute trouvée avec l'installation d'un centre de gestion innovante des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Il a été mis en service hier jeudi par le ministre de la Santé. C'est un reportage signé Assumokani Assumbo. Le centre de gestion innovante des déchets d'activités de soins à risque infectieux se met au travail. Il lance officiellement ses activités le jeudi 27 février en partant du fait qu'au Bénin, les déchets produits par les acteurs sanitaires sont mal gérés, exposant ainsi la population à des risques d'infection. C'est pour ça qu'en cherchant la solution, nous avons trouvé une machine qu'on appelle l'OMW 200-400, qui est une machine révolutionnaire qui est en rupture technologique totale. Comment agit-elle ? Dans un premier temps, elle va découper tous les déchets en tout petits morceaux, des morceaux qui ont une taille qui doit être inférieure à 3 à 5 mm. Ensuite, ces petits morceaux de déchets vont être exposés à l'ozone. L'ozone qui est un gaz qui est constitué de 3 atomes d'oxygène mis ensemble. Et cet ozone O3, c'est lui qui a le pouvoir de détruire et les bactéries, et les virus, et les parasites, et qui va rendre à la fin du processus les déchets dépourvus de tout germe et de tout risque de contaminer. La mauvaise manipulation de matériel infecté et la gestion inappropriée des déchets biomédicaux, à savoir la collecte, le transport, le stockage, l'élimination, constituent un risque majeur, principalement pour le personnel des formations sanitaires, les usagers des centres de santé, les populations et aussi pour l'environnement. La mise en service de ce centre privé vient lever les difficultés de gestion appropriée des déchets médicaux au niveau des formations sanitaires. C'est une technologie de pointe mise en œuvre au Bénin et le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, s'en réjouit et félicite les initiateurs, car ceci vient en appui au gouvernement. Ce centre vient appuyer les efforts engagés par le gouvernement béninois pour apporter une réponse efficace à la prévention des risques infectieux dus à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux produits dans nos formations sanitaires. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, met un point d'honneur à ce que nous puissions assurer des soins de qualité à la population. Et l'assurance des soins de qualité passe également par l'élimination du risque infectieux. Désormais, ce centre de gestion innovante des déchets d'activités de soins à risque infectieux va assurer une gestion écologique et rationnelle des déchets médicaux à risque. Ceci se fera à travers une collecte, un transport sécurisé.
Rendre les 5 villes du Grand Nokoué propres et attrayantes, c'est le défi de la société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué. Comme ils le font presque tous les jours, les agents de cette société ont fait du piquetage ce vendredi dans la ville de Cotonou. Plusieurs rues ont été assainies sous le contrôle des objectifs de nos caméras. Suivant. Les rues de Cotonou en pleine toilette dans la matinée de ce vendredi. Des agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué font du piquetage pour assurer la propreté de la ville conformément au cahier de charge de la société. La tâche consiste à ramasser les emballages plastiques, les papiers et les feuilles d'arbres qui tombent sur la voie déjà nettoyés la nuit. L'activité se passe du lundi au samedi de 7h à 18h. Ce jour, l'activité s'est déroulée sur la rue 7.15, la rue de CDPA, sur le tronçon du rond-point Legba au carrefour Stemez, du carrefour Stemez au carrefour Unafrica et beaucoup de rues sur le lot. En fait, l'activité se passe dans toutes les rues du lot. Donc, chaque agent a sa charge un lot de rue qu'il doit traiter courant la journée. La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué fait aussi des activités de désensablement qui se déroulent de 22h à 7h du matin et de 7h à 18h. Les activités sont essentiellement consacrées au désherbage, une opération menée avec quelques difficultés. Essentiellement comme difficulté, c'est l'incivisme de certaines personnes qui continuent de jeter des sachets ou des emballages papier quand ils finissent de manger ou de prendre leur pure water, ils jettent directement ces emballages au sol. Alors qu'il y a les agents là qui ramassent, donc quand ils viennent ramasser peu de temps après, c'est qu'il y en a encore. Mais nous nous rapprochons d'eux, nous les sensibilisons pour leur expliquer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire, que c'est pour la propriété des rues. Donc il y a certains qui comprennent et qui nous accompagnent et d'autres qui ne comprennent toujours pas. Donc nous estimons qu'avec le temps ça va prendre. Et pour que cela prenne effectivement, le superviseur de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué a invité les citoyens à accompagner cette opération afin qu'ensemble, ils puissent rendre les villes du Grand Nokoué propres et attrayantes. Ouverture à Cotonou ce mercredi de l'atelier de validation des référentiels techniques du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Il s'agit pour cette rencontre de dépouiller et d'évaluer les informations recueillies dans le cadre de la phase du projet pilote. Reportage. Mettre en œuvre la première composante du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, à savoir la validation des fiches techniques issues de la phase pilote. C'est ce qui motive cette rencontre entre acteurs du monde agricole pour permettre ainsi aux producteurs de s'approprier des pratiques durables de production du coton ou des systèmes de production à base du coton. Et il s'agit dans ce cadre-là de rédiger donc des fiches techniques en lien avec les pratiques endogènes, en lien avec les techniques agroécologiques et en lien avec l'allègement de la pénibilité du travail au niveau du producteur. Donc, un clin d'œil à la mécanisation, à la motorisation adaptée. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est tout ce qui concerne les diagnostics, les études qui permettent, n'est-ce pas, de mieux raisonner quel référentiel utiliser pour quel type d'exploitation. La troisième phase, bien évidemment, c'est tout ce qui a rapport à la gestion du projet et au renforcement des capacités. Et dans ce cadre-là aussi, il y a eu beaucoup de formations qui ont pu bénéficier à près d'une trentaine de cadres du MAEP. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin est initié par le gouvernement avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Cette dernière vient d'octroyer plus de 6 milliards de francs CFA pour la mise à échelle des référentiels techniques, d'où l'appel aux participants à plus d'engagement. Pendant ces 3 jours, j'invite tous les participants à cet atelier et en particulier
les chercheurs, les spécialistes en conseil agricole et les spécialistes en mécanisation à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je sais d'ores et déjà pouvoir compter sur vous, au vu donc du parterre de compétences ici réunies, et sur l'esprit de travail d'équipe et de recherche d'efficacité dans les interventions qui nous caractérisent dans le secteur agricole au Bénin. Le coton représente 40% des revenus d'exportation du Bénin et près de 60% du tissu industriel avec un rang de premier producteur au plan africain pour le pays. Contraste, les conditions de vie des ménages en zone cotonnière ne sont pas reluisantes. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin veut également agir sur des leviers pouvant permettre une contribution significative, épargnée de toute intempérie et surtout appréciée à sa juste valeur des producteurs béninois. Je l'annonçais en début d'édition, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce jeudi au lancement de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Le projet porte la marque de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'appui de la Banque africaine de développement. Objectif, faciliter l'entrepreneuriat féminin au Bénin. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. L'autonomisation des femmes béninoises est au centre de cette rencontre consacrée au lancement de la plateforme numérique du projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Il s'agit d'un creuset des femmes entrepreneurs pour un développement socio-économique inclusif et durable. Une initiative de la CEDEAO accompagnée par la Banque africaine de développement. Dans un autre rapport publié par la Banque mondiale, il est fait mention de ce que 70% des petites et moyennes entreprises tenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas ou bénéficient moins des services qu'offrent les institutions financières. C'est au regard de ces différents constats que les 15 États membres de la CEDEAO ont accepté d'accueillir et de mettre en œuvre le projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole. 38 pays du continent africain ont adhéré à ce projet. Ici au Bénin, il est placé sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. À l'occasion de ce rendez-vous du lancement de la plateforme, 50 millions de femmes africaines ont la parole. Les participants ont eu droit à la présentation de l'historique du projet, suivi des différentes étapes pour les inscriptions. L'économie africaine sans femmes, ça n'existe pas. On sait aussi que si on veut vraiment, si on investit dans un rôle plus plein, plus digne des femmes dans l'économie, l'économie croîtra encore plus. Il y a des recherches de la Banque mondiale qui ont montré qu'avec une participation active des femmes dans l'économie, le niveau de vie monte, le niveau de la croissance économique monte. Donc vraiment, on ne peut applaudir qu'on ait tous ces instruments, ces outils comme une plateforme pour les femmes entrepreneurs du Bénin. J'adresse un satisfecit aux membres de l'équipe pays qui sont autant des entrepreneurs confirmés que des représentants d'institutions œuvrant pour l'autonomisation des femmes. Vous avez la lourde responsabilité d'informer et d'orienter toute femme primo-entrepreneur ou entrepreneur en quête de professionnalisme pour se faire connaître vers la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. Seront également prises en compte les femmes rurales qui excellent quotidiennement dans le monde de l'entrepreneuriat pour assurer leur autonomisation et par ricochet celle de leur famille et dont les efforts sont souvent passés sous silence. Les femmes entrepreneurs du Bénin sont donc invitées à publier leurs produits sur la plateforme. Ainsi, elles pourront bénéficier des différentes opportunités informatives, financières et une visibilité certaine pour booster leurs activités. Le nom du site www.womenconnect.org. Au Bénin, et plus précisément dans le département du Borgou, le tableau est sombre en matière de mariage et de mendicité des enfants. Les leaders religieux, les élus locaux et les praticiens du droit sont mis à contribution pour inverser la tendance. Les résultats commencent par porter leurs fruits et les acteurs entendent poursuivre dans la même dynamique pour lutter efficacement contre ces deux phénomènes dans le Borgou. Voici le reportage de Camille Nanda.
Sont réunis dans cette salle les leaders religieux et les élus communaux du département du Borgou. Sur initiative du préfet Djibril Maman Cissé, ils se donnent la main pour aller en croisade contre le mariage des enfants et la mendicité. Deux fléaux qui sont des freins à la scolarisation des enfants, à leur épanouissement, leur avenir et celui de la nation tout entière. Cette rencontre qui intervient après celle du 29 octobre 2019 vise non seulement à apprécier les avancées dans la lutte contre le mariage des enfants, mais également à renouveler les engagements pour l'éradication de ce phénomène et celui de la mendicité des enfants. Nous sommes à nouveau réunis pour faire le bilan rapide des progrès accomplis et nous relancer avec encore plus d'énergie dans la bataille. Au cours de la séance de ce jour, les débats seront élargis aussi au phénomène de la mendicité qui touche des centaines d'enfants des villes du département du Borgou. En dépit des efforts que déploie le gouvernement en lien avec les partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF, à travers la politique nationale de promotion de l'enfant et de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants, des défis restent à relever, surtout dans le département du Borgou. C'est pourquoi la contribution des leaders religieux et les élus communaux s'avère nécessaire pour inverser la tendance. Le succès de cette mission appelle la contribution des uns et des autres, en particulier celle des leaders religieux et élus communaux qui sont des références dans nos communautés. Les assises de ce jour sont donc une occasion d'échange pour susciter une plus grande mobilisation des leaders religieux et des communautés en vue d'une meilleure protection des droits des enfants dans le département du Borgou. Les leaders religieux, les élus communaux et les praticiens du droit s'engagent d'ores et déjà aux côtés du préfet Djibril Maman Cissé pour cette cause noble, ceci à travers plusieurs stratégies. Nous sommes là pour rappeler cette disposition, à savoir qu'en réalité, ceux-là, les leaders religieux qui s'adonnent à cette activité, ceux-là qui célèbrent ce type de mariage en cours des peines. Nous avons donc l'obligation d'abord de sensibiliser aussi nos populations pour qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi. Le préfet du Borgou se réjouit de cette mobilisation des imams autour des autorités administratives et des communes pour mettre un terme au mariage et à la mendicité des enfants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.